Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Vous êtes nombreux à attendre quelque chose de ce podcast qui est un peu à part dans ce qui est proposé. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette nécessité ? Et je me suis dit, peut-être que ce qui serait bien, ça serait d'inviter des grands professeurs de médecine pour nous faire un point, ce qu'on ne peut pas tellement faire aujourd'hui dans les médias, pas un truc sensationnel ou d'actualité, mais faire un point sur ce qu'on peut savoir. Et aujourd'hui, je reçois le professeur Fabrice Barlesi, qui est le directeur de Gustave Roussy, qui est un des principaux centres de recherche et de traitement du cancer. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du cancer ? Et j'ai aussi, en l'interrogeant, osé poser des questions toutes simples que peut-être vous vous posez aussi, qu'on n'ose pas toujours poser. Vous allez voir, c'est vraiment un panorama, c'est sur Dialogue, et c'est vraiment nécessaire. Bonjour, professeur Barlesi. Bonjour. Alors, vous dirigez Gustave Roussy, qui est un des principaux centres de travail, d'études et de soins du cancer. 24 000 patients par an. Nouveau, oui. Oui, merci. 4 000 médecins qui... non, 4 000 personnels. 4 000 personnels. Et des innovations qui font école dans le monde entier. Donc, c'est vraiment immense. Mais derrière tous ces chiffres, il y a une histoire personnelle, la vôtre, dont on va parler, et puis l'histoire pour des patients auxquels on annonce qu'ils ont le cancer. Et j'aimerais qu'on parle de cela et commencer par ce moment très concret que vivent donc ces 24 000 nouveaux patients qui arrivent chaque année. Lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer, à quoi ressemble le début du parcours de quelqu'un ? C'est extrêmement variable en fait, puisque d'une part, le cancer, qui est quelque chose qui est intrinsèque à la vie, puisqu'on en a retrouvé des traces dans des fossiles préhistoriques, où on s'est aperçu en fait qu'il y avait des dinosaures qui avaient eu une maladie qui ressemble beaucoup à une pathologie cancéreuse qui existe chez l'homme, qui est une pathologie de l'os, qu'on appelle les ostéosarcomes. Et en fait, les chercheurs se sont aperçus que l'os qui avait été touché par la maladie avait consolidé, c'est-à-dire que l'animal n'était pas mort de ça. Et donc, en fait, ça illustre simplement le fait que cette maladie est une maladie qui est intrinsèque à la vie et qu'elle existera toujours avec une fréquence plus ou moins grande en fonction aussi des autres facteurs qui peuvent exister. Alors, pour revenir à votre question, ça peut être très variable parce que d'abord, c'est une maladie qui touche tous les âges de la vie, avec heureusement une fréquence qui est plus importante aux alentours de la 6e, 7e décade, mais on a aussi des enfants qui sont touchés, à peu près 2500 par an. C'est une maladie qui peut toucher des gens qui ont des risques augmentés connus. Par exemple, vous avez des antécédents familiaux de certaines pathologies digestives et on sait que vous êtes à très haut risque de développer une pathologie, donc vous avez des examens réguliers et fréquents pour vous suivre, ou bien vous avez une anomalie génétique qui vous prédispose et donc vous avez un suivi régulier et donc vous êtes plus ou moins, quelque part, et on ne l'est jamais vraiment, mais préparé à ce que la maladie arrive. Et puis vous avez des patients pour lesquels le diagnostic va être fait un peu par hasard. Ils vont passer un examen pour autre chose, ils vont aux urgences parce qu'ils se sont, cassé le bras, on doit les opérer, on leur fait une radio du thorax et on va trouver une anomalie radiologique. Et puis vous avez des patients qui ont un symptôme et ce symptôme peut être extrêmement variable. Ça peut être une douleur, ça peut être une baisse de l'état général, de la fatigue ou une baisse de l'appétit. Ça peut être une anomalie sur la peau, ça peut être une anomalie évidemment sur un organe qu'on peut palper, comme le sein. Ça peut être un saignement digestif par exemple. Donc là, je dirais le diagnostic peut être vraiment fait de manière possible, d'où l'importance d'essayer de faire ces diagnostics alors même que la maladie est la moins avancée possible, alors même qu'il n'y a pas de symptômes. C'est tout l'intérêt du dépistage. Et notamment, on a un dépistage qu'on dit de population, c'est-à-dire que
chacun et chacune d'entre nous y sommes invités, qu'il s'agisse du dépistage du cancer du sein ou du cancer du col pour les femmes, qu'il s'agisse du dépistage des cancers digestifs pour les deux sexes. En Occident, on est vraiment pris par la recherche de la cause. C'est comme ça que fonctionne la science. C'est même comme ça que la philosophie a commencé. Avec le cancer, c'est très compliqué de comprendre les causes du cancer. Alors ça dépend si on parle, je dirais, des causes sur un plan scientifique ou si Oui. on parle des causes pour un individu donné. Pour un individu donné, parce que voilà, par exemple, je parlais à un ami, je faisais son entretien, il me dit, ben moi, mon grand-père fumait tout le temps, il n'a rien eu, ma grand-mère n'a jamais fumé, elle est morte d'un cancer du poumon. Donc il y a quelque chose qui échappe dans le cancer, il y a quelque chose qui échappe pour l'individu à la compréhension. Est-ce que c'est quand même quelque chose Bien sûr. Alors, je dirais que on ne peut jamais être absolument certain de quel est le phénomène biologique qui a conduit à l'apparition de la maladie chez un individu donné. Néanmoins, pour revenir à l'exemple que vous citiez, si vous avez fumé de manière importante et continue, le risque que vous développiez un cancer du poumon est d'à peu près 25%. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a la moitié des fumeurs qui vont développer une pathologie liée au tabac, à peu près la moitié des pathologies cardiovasculaires, l'autre moitié des pathologies cancéreuses, qu'il s'agisse majoritairement du cancer du poumon, mais aussi cancer de l'œsophage, cancer du rein, cancer de la vessie, cancer ORL. Donc, si vous voulez, on sait qu'il y a cette exposition au risque, mais le risque ne se matérialise pas chez l'ensemble des gens qui ont été exposés. Néanmoins, gardons toujours à l'esprit qu'aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables. Qu'il s'agisse du tabac, qu'il s'agisse de l'alcool, qu'il s'agisse du surpoids ou qu'il s'agisse de la sédentarité. Si on arrivait à éradiquer ces facteurs de risque de notre société, on diminuerait d'emblée de 40% le nombre de personnes qui vont être touchées par le cancer. Donc, il y a une partie des choses qu'on sait expliquer. Ensuite, dans l'exemple que vous citiez encore une fois, il y a des facteurs qui étaient un peu moins évidents. Et si on revient au tabac, c'est finalement depuis à peine 70 ans qu'on sait que le tabac, ou en tout cas qu'on a démontré de manière formelle que le tabac était responsable des cancers du poumon dans une cohorte de médecins anglais qui s'étaient prêtés à une surveillance longitudinale. Mais depuis plus récemment, on a démontré de manière formelle que le tabagisme passif est aussi un facteur de risque de développer le cancer du poumon et que les femmes y sont particulièrement sensibles. Donc, dans l'exemple que vous citiez, peut-être que la grand-mère de votre ami a été, selon toute vraisemblance, exposée à un tabagisme passif à une époque où fumer à l'intérieur des maisons, fumer dans les voitures était évidemment moins rare, on fumait même dans les avions. Et finalement, parce que c'était une femme, elle a peut-être eu une sensibilité particulière, elle a développé la maladie à cause de ça. Alors bien sûr, il n'y a aucun prélèvement qui va vous dire avec certitude, voilà quelle est la cause. C'est clair. Je voulais parler de ça parce que, bien sûr, il y a des facteurs, mais quand quelqu'un, on lui annonce qu'il a un cancer, cette question de cause devient énigmatique, problématique, parce que les gens se demandent, mais d'où vient mon cancer? Est-ce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire? Alors, bien sûr, hein, c'est une des questions. Il y a deux questions en général auxquelles on n'a pas de réponse. C'est d'abord, quelle est l'origine? Et on essaye d'expliquer. Alors, certains patients, hein, comme on l'a dit, peuvent avoir des facteurs de risque, ou en tout cas être à risque augmenté pour différentes raisons, familiales, génétiques, etc. Peuvent avoir été exposés à des facteurs de risque, tabac, alcool, etc. Et puis parfois, on n'a pas d'explication évidente. La deuxième question qui est souvent posée par les patients, c'est depuis quand? Et en fait, Oui, on n'a sûr. pas de réponse non plus à cette question. On va dire que biologiquement, la maladie existe probablement depuis plusieurs mois et le plus souvent années. Les premières altérations cellulaires jusqu'à ce que la maladie devienne éventuellement visible. Mais on n'a pas de démonstration, encore une fois, à un échelon individuel. Alors, c'est une question qui taraude beaucoup les patients. Qu'est-ce que c'est le cancer, si on doit expliquer qu'est-ce que c'est au fond? En fait, le cancer, c'est une cellule qui a
acquis des propriétés entre guillemets extraordinaires. Elle est très différente, c'est une espèce de super cellule par rapport aux autres cellules. Elle est quasiment immortelle. Elle peut se développer, elle peut échapper au système immunitaire. Elle a des caractéristiques d'invasivité, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer à l'intérieur de l'organisme, ce que les autres cellules ne font pas, à part les cellules qui circulent dans le sang. Et puis, elle perd toute relation, on va dire, alors je vais employer le mot social pour que tout le monde comprenne, mais ça se passe à l'intérieur d'un tissu, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est plus du tout inhibée par les autres cellules qui sont autour d'elle. Et elle va se multiplier, alors même qu'en théorie, elle devrait être limitée par le fait qu'il y a des barrières à l'intérieur d'un organe, d'un tissu, etc. Et puis, on a tous des cellules cancéreuses à l'intérieur de notre organisme. Notre système immunitaire les reconnaît bien comme étant anormales et les détruit. Et donc, elles ont aussi cette caractéristique d'échapper à ce système de surveillance qui existe chez chacun d'entre nous et qui nous permet, lorsqu'il y a une cellule qui, au hasard des divisions, acquiert des anomalies qui n'ont pas lieu d'être, soit elle meurt spontanément, ce qui est le cas de la majorité de ces cellules, soit elle est éliminée par notre système immunitaire qui la reconnaît bien comme étant différente. Et la cellule cancéreuse, elle va avoir tous ces pouvoirs qui sont d'arriver à se multiplier plus vite que les autres, à échapper au système de contrôle environnant, échapper au système immunitaire, vivre beaucoup plus longtemps que les cellules normales. Et finalement, on comprend bien que l'ensemble de ces caractéristiques font que à partir d'une cellule, on va avoir un groupe de cellules et puis plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de cellules qui vont se développer, former une lésion tumorale et qu'au fur et à mesure du temps, cette lésion va acquérir, je dirais, la capacité à envahir un organe, à donner des symptômes. Donc le vrai problème du cancer, c'est le côté, à un moment, invasif, c'est ça? Alors, c'est le côté, effectivement, c'est la capacité que va acquérir la cellule cancéreuse à métastaser. Lorsque on ne savait pas définir les pathologies cancéreuses par des caractéristiques biologiques, ce qui permettait notamment de faire la différence entre une pathologie cancéreuse et une tumeur qui pouvait être bénigne, c'était sa capacité à donner des métastases. Et donc, c'est effectivement cette capacité à sortir de l'organe dans lequel elle est née et à aller coloniser un autre organe. Donc ça, c'est une des caractéristiques, je dirais, phénotypiques de la cellule cancéreuse. Bon, maintenant, on est capable, évidemment, d'avoir beaucoup plus d'informations et de connaissances sur les caractéristiques biologiques. Aujourd'hui, on considère qu'il y a les 12 caractéristiques principales de la cellule cancéreuse parmi toutes celles que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, on a parlé des 4 facteurs qu'on sait aujourd'hui qui jouent un rôle. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Parce que voilà, on entend un peu plein de choses et son contraire, sur la pollution, sur le stress. Qu'est-ce qu'on sait de... Alors, sur la pollution, aujourd'hui, on a des éléments, tout n'est pas encore clair, mais on a des éléments qui semblent montrer que la pollution pourrait agir comme un promoteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la pollution toute seule ne va pas créer de pathologie cancéreuse. Mais il y a des données récentes qui ont été rapportées par une étude, par une équipe anglaise de Charles Fenton, qui suggère que si, par le hasard, dans la division cellulaire, une cellule acquiert une anomalie biologique, en théorie, cette cellule va mourir spontanément ou être éliminée. Lorsque elle est exposée à la pollution pourrait fonctionner un peu comme un carburant, comme un accélérateur de cette multiplication et ferait que cette cellule cancéreuse persisterait. Alors, ce sont des hypothèses qui ont été travaillées parce que aujourd'hui, notamment dans les cancers du poumon, par exemple, on a de plus en plus de cancers du poumon chez des femmes non fumeuses, en particulier en Asie. Et c'est sur la base un peu de ces premières corrélations que cette hypothèse est née. Puis cette équipe les a confirmées par des expériences de laboratoire. Donc l'idée, c'est que la pollution pourrait être une espèce de promoteur, de carburant, d'accélérateur de certaines cellules qui ont une première anomalie qui serait survenue par hasard. Sur le stress, c'est plus compliqué. Il y a effectivement beaucoup de patients rapportent le fait que la maladie a pu survenir à un moment où ils avaient eu
le plus souvent une très grande peine, un événement, on va dire, plutôt triste, mais parfois un événement heureux. Et malheureusement, il est quasi impossible aujourd'hui de corréler ces événements avec la survenue d'une pathologie cancéreuse, parce que si je vous interroge et que je vous dis est-ce que dans les 3 ans passés, vous avez eu un événement malheureux ou un événement heureux, l'immense majorité d'entre nous va évidemment en trouver un. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'il y a un rationnel pour dire que c'est possible? Parce que probablement une partie de ce type d'événement peut avoir une influence sur, on va dire, la force de notre système immunitaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez un événement très important, alors évidemment c'est très clair lorsque vous avez une pathologie infectieuse, par exemple un événement médical, une intervention chirurgicale, même si elle est bénigne par exemple, mais vous pouvez avoir une diminution un petit peu de votre système immunitaire. Il y a des données qui suggèrent qu'à l'occasion d'une très grande émotion un peu prolongée, on peut avoir une diminution de la capacité, ou en tout cas de la force de notre système immunitaire qui, du coup, pourrait expliquer ces éléments-là. Mais ça reste vraiment du domaine de l'hypothèse. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui le démontre. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, voilà, un professeur comme vous voit le lien entre l'émotion, l'immunité, la maladie, enfin, que ce soit envisageable. C'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, ça aurait semblé plus folklorique. Attention, ne me faites pas dire. J'ai pas dit que. Attention, il y a aujourd'hui des hypothèses sur le fait qui pourraient expliquer pourquoi, effectivement, dans les suites d'un événement qui souvent est très douloureux, mais qui, encore une fois, peut être un événement heureux, on puisse avoir des récidives de cancer, ou qu'on puisse avoir des développements de la maladie. Il y a des hypothèses, rien aujourd'hui est démontré, justement du fait de la difficulté de mettre en évidence ce lien pour des maladies dont la biologie explique un développement qui se fait avec un temps qui est quand même relativement long. Et l'alimentation? Alors l'alimentation, on a clairement aujourd'hui des éléments importants dans ce domaine-là, sans encore une fois qu'on ait un niveau de preuve absolu. Alors ces éléments, c'est quoi? Première chose, on a aujourd'hui une augmentation des cancers chez les sujets jeunes. Alors la barrière est plus ou moins, je dirais, élevée, mais on va dire que c'est en gros des gens qui développent cette pathologie avant l'âge de 40 ans ou de 50 ans. Et on a en particulier à l'intérieur de ces cancers, on a des cancers du sein, on a des cancers de la thyroïde, mais on a aussi des cancers digestifs. Et notamment avec cette augmentation importante de cancer du pancréas que l'on voit dans toutes les études épidémiologiques. Donc les chercheurs, notamment épidémiologistes, se sont attachés à essayer de comprendre finalement quels sont les changements majeurs qu'il y a eu dans notre mode de vie dans les 30 ou 40 dernières années. Et donc un des facteurs évidemment qui existe, c'est en particulier l'alimentation. Et donc il y a des données de cohortes américaines qui ont montré que pour des personnes qui avaient des habitudes de consommation importantes, ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, dire en gros ce que vous achetez dans les supermarchés qui est pré-préparé, que vous mettez juste au four ou à cuire, il y avait un lien entre une augmentation significative de cancer du côlon et de cancer du pancréas. Alors il y a des explications biologiques autour de ça, mais on n'a pas à ce jour réussi à avoir une explication mécanistique, il y a vraiment le mécanisme biologique sous-jacent qui pourrait expliquer ça. Donc c'est une hypothèse très solide. Probablement qu'il faut que plus notre alimentation est saine, basée sur des aliments pas ou peu transformés, mieux c'est. Mais on n'a pas aujourd'hui la démonstration formelle de quels sont ce type d'aliments. Les classifications évoluent. Il y a des publications récentes qui montrent qu'y compris dans ces aliments ultra transformés, il y en a de plusieurs types. Il y en a qui sont vraiment ultra transformés, très enrichis avec beaucoup d'éléments qui modifient la perception, le goût, etc. D'autres qui peuvent être préparés, mais sans ces éléments d'ultra-transformation. Bon, on a besoin encore de comprendre et de travailler, notamment pour essayer de comprendre est-ce que
ce sont en fait des pathologies strictement identiques à celles qu'on avait auparavant, et aujourd'hui, ça semble être le cas, mais qui surviennent plus tôt. C'est à ce qu'on a été exposé plus tôt, et donc la maladie survient plus tôt, mais c'est exactement la même que celle d'avant. Ou au contraire, est-ce qu'il y a un facteur particulier ou une sensibilité particulière dans les générations plus jeunes qui expliquerait qu'ils développent la maladie plus tôt. Ça, pour l'instant, c'est des choses qui sont pas claires et qui sont pas connues et qui, du coup, ne permettent pas de manière formelle de mettre en œuvre des stratégies qui nous permettraient d'identifier plutôt ces sujets qui seraient à risque, bien qu'étant particulièrement jeunes, de mettre en œuvre ou de modifier nos stratégies de dépistage, par exemple, ou de modifier nos conseils en termes d'alimentation. Et c'est pour ça qu'à Gustave Roussy, on a créé un programme spécifique dédié au cancer des sujets jeunes pour essayer de mieux comprendre ça, sur lesquels on va faire énormément d'exploration, à la fois sur les habitudes de vie, mais aussi on va collecter de la graisse, par exemple, pour essayer d'analyser, parce qu'il y a des modifications qui peuvent être stockées au niveau des tissus graisseux pendant extrêmement longtemps. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour essayer de mieux comprendre ces éléments-là. Mais je dirais qu'en tout cas, si on peut retenir une chose, c'est même si vous êtes jeune, et si vous avez un symptôme qui n'est pas expliqué de manière évidente et qui persiste, voyez votre médecin, faites les examens nécessaires. Une autre inquiétude que les gens ont, c'est est-ce que mes enfants risquent d'avoir la même maladie quand on a un cancer? C'est une question qui revient souvent. À Gustave aussi, vous avez un centre qui travaille beaucoup sur la prévention, la génétique et le dépistage ciblé. Comment vous répondez à cette question si sensible, à la fois sans minimiser les risques, mais en même temps sans alimenter de fausses peurs? Alors, c'est évidemment une question importante et légitime de la part de beaucoup de patients. Donc, effectivement, à Gustave aussi, on a un programme qui s'appelle le programme Interception, dont l'objectif est d'identifier les personnes à risque augmenté de cancer. L'objectif étant de les mettre dans des programmes de surveillance qui vont permettre de diagnostiquer la maladie si elle survient le plus tôt possible pour pouvoir la traiter de manière curative, mais aussi demain de mettre en œuvre des stratégies qui vont permettre de modifier ce risque et faire en sorte que ce risque revienne à la normale. L'idée étant de trouver demain le cholestérol du cancer. Le cholestérol aujourd'hui, sauf lorsqu'il est très très élevé, c'est pas une maladie en soi, c'est un facteur de risque de pathologie cardiovasculaire. Si on le normalise, on normalise votre risque de pathologie cardiovasculaire. Notre objectif est d'identifier le ou les facteurs qui pourraient exister chez des sujets pour les modifier, pour que les personnes ne soient pas touchées par la maladie cancéreuse. Alors pour revenir à votre question, en fonction des pathologies, on sait que certaines d'entre elles peuvent être liées à des facteurs qui peuvent être des facteurs génétiques. Et donc, si ce sont des pathologies qui sont associées à un facteur de risque génétique, on va rechercher cette anomalie génétique chez la personne qui est malade. Si elle est présente, il y a effectivement un risque qu'elle ait pu le transmettre ou qu'il ait pu le transmettre à ses enfants. Et du coup, on va essayer de l'identifier chez les enfants pour savoir est-ce qu'eux-mêmes sont à risque augmenté ou au contraire, ils n'ont pas reçu cette anomalie génétique et donc ils n'ont pas de risque particulier. Ensuite, on arrive à le déterminer aujourd'hui, ça. Oui, enfin, alors, on ne détermine pas tout, mais si vous voulez, il y a des anomalies particulièrement connues. Alors, un exemple, je dirais, qui est très populaire, c'est les anomalies de BRCA, c'est des anomalies de la réparation de l'ADN, et aujourd'hui, c'est associé à un certain nombre de risques de cancer, notamment de cancer du sein, de cancer de l'ovaire, mais aussi de cancer de la prostate. Et on peut, lorsque cette anomalie est présente, avoir des stratégies de prévention primaire, donc avant que la maladie ne se manifeste. C'est ce qu'a fait Angelina Jolie, par exemple, avec cette mastectomie préventive, puisque le risque de développer un cancer du sein lorsque vous avez cette anomalie génétique est extrêmement élevé. Donc ça, c'est un facteur un peu emblématique, mais il y en a plusieurs autres avec, je dirais, de ce qu'on appelle de pénétrance, c'est-à-dire d'incidence beaucoup plus rare aujourd'hui. Il y a des anomalies qu'on ne connaît pas encore. Donc on a à Gustave aussi, par exemple, un très grand programme de génotypage de toutes les pathologies pédiatriques pour essayer de comprendre pourquoi,
en particulier chez les enfants qui tombent malades. Est-ce qu'il y a des facteurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait être amené à découvrir et qui nous permettraient de prévenir cette maladie à l'avenir? Et puis, il y a des histoires familiales. Par exemple, on sait qu'on a des anomalies, alors des syndromes qui sont connus depuis longtemps, qui donnent des pathologies digestives. Donc, c'est des personnes qui font énormément de polypes digestifs, par exemple, à un âge très jeune. Et on sait que si on laisse ces polypes, il y a un risque que certains d'entre eux dégénèrent, donnent des cancers du côlon. Donc, c'est des personnes qui sont identifiées. Parfois, il y a une anomalie, le plus souvent, il y a une anomalie génétique qui est associée. Et à ce moment-là, vous avez des coloscopies de manière extrêmement régulière pour éliminer ces facteurs, ces polypes qui sont des lésions précancéreuses. Et donc, si vous les éliminez, vous empêchez le développement. Donc, tout ça pour dire, pour en répondre à votre question, qu'il y a des pathologies pour lesquelles il y a des liens très clairs génétiques, on va dire un enrichissement familial parfois dans certaines formes familiales, mais si on n'a pas identifié formellement d'anomalies génétiques sous-jacentes. Et puis, dans une grande partie des cas, il n'y a pas, en fait, c'est des cas qui sont plutôt sporadiques, qui surviennent comme ça, sans qu'il y ait de lien particulier qu'on puisse exploiter, ou en tout cas de liens qui aujourd'hui étaient faits de manière totalement formelle entre une anomalie génétique et la survenue d'un cancer X ou Y. Alors, une autre question que je voulais vous poser, parce que je sais que c'est un vrai souci que vous avez à Gustave Roussy. Quand un cancer est diagnostiqué, comment faire pour éviter que le patient se perde dans la machine hospitalière? Comment on fait très concrètement pour qu'on ne soit pas perdu dans des attentes interminables, une errance, qu'on soit un peu perdu Alors, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est lorsque vous êtes aux étapes du diagnostic, donc vous avez une anomalie clinique ou radiologique qui est très évocatrice, on a créé tout un programme qui s'appelle InstaDiag. L'objectif étant que en moins alors parfois dans la journée, par exemple pour les cancers du sein, vous avez un examen d'imagerie qui confirme la lésion, une ponction de cette lésion, une analyse je dirais, en temps réel. Et à la fin de la journée, les femmes concernées voient l'oncologue, le chirurgien, le radiothérapeute pour expliquer et prévoir les étapes de mise en place de la stratégie thérapeutique. Donc ça, c'est ce qu'on a promu il y a déjà plus de 20 ans, le diagnostic du cancer du sein en un jour. On fait la même chose pour les pathologies thyroïdiennes, par exemple. On est en train de le développer pour beaucoup d'autres pathologies. On a sinon tout un programme qu'on appelle InstaDiag, l'objectif étant que en moins de 15 jours, vous ayez l'ensemble des examens nécessaires à votre prise en charge et à la mise en œuvre de la stratégie thérapeutique. Donc ça, on essaye pour l'immense majorité des patients d'avoir ces filières un peu de diagnostic rapide. Alors, bien entendu, il y a des situations où le diagnostic peut prendre un peu plus de temps parce qu'une lésion peut être d'accès plus complexe, parce que ce sont des personnes qui peuvent avoir des facteurs de risque avant qu'on puisse faire une anesthésie, etc., etc. Mais globalement, on essaie d'éviter. Donc ça, c'est l'étape, je dirais, du diagnostic. Une fois que cette étape du diagnostic est faite, on essaie évidemment de mettre en place la stratégie thérapeutique le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que les stratégies actuelles sont assez régulièrement multimodal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie de traitement qui va être médicale, par exemple la chimiothérapie pour ceux qui est le plus connu, puis on va avoir la mise en place d'une partie qui va être chirurgicale avant ou après la chimiothérapie, puis on peut avoir de la radiothérapie, etc. Et donc, afin qu'il y ait une coordination de l'ensemble de ces parcours, on a un département qui s'occupe d'apporter au patient tous les éléments qui vont permettre de l'environner sur sa prise en charge de la douleur, le soutien psycho-oncologique, etc., pour essayer de faire en sorte que les patients aient l'ensemble de ce qui est nécessaire pour leur prise en charge, je dirais, de la manière la plus harmonieuse possible. Le digital va être aussi un outil extrêmement important pour aider les patients à passer l'ensemble de ces éléments. On a co-créé une compagnie qui s'appelle Résilience, par exemple, qui a pour objectif de permettre aux patients d'être suivis. Ils complètent un questionnaire sur leur smartphone ou leur ordinateur. Et l'algorithme arrive à dépister s'il y a une évolution, une modification, et du coup, il y a une infirmière qui appelle les patients et qui va permettre de faire le lien le plus vite possible, même pour des personnes qui sont à domicile, avant même qu'un symptôme plus important les conduise ou à consulter leur médecin, ou à venir à l'hôpital spontanément pour leur visite suivante. Donc, il y a
je dirais à la fois une organisation humaine, une organisation technologique. Demain, on peut imaginer que les objets connectés rentreront aussi dans cette stratégie qui permettra de mieux contrôler en continu tout ce que les patients peuvent ressentir. Je voulais venir maintenant à parler un peu de votre engagement, votre parcours. Avant de diriger cet immense centre, vous avez été médecin, vous l'êtes encore. Comment on choisit de travailler en oncologie? Comment vous, disons, vous avez choisi, et en plus de travailler dans le cancer, les cancers thoraciques, qui, si j'ai bien compris, sont parmi les plus difficiles à traiter? Tous les parcours sont uniques, évidemment, dans le contexte de je dirais, des études médicales. On est, euh, on est amené à faire des rencontres et c'est souvent ce qui, pour beaucoup d'entre nous, guide les stratégies. Alors, moi, la médecine, j'y suis venu par un jeune médecin généraliste qui s'était installé près de chez mes parents et avec lequel j'avais sympathisé et avec lequel j'avais échangé et qui est celui qui m'a poussé à aller vers la médecine. Et l'oncologie, en fait, c'est par hasard parce que lorsque j'ai réussi l'internat, on avait à l'époque 4 choix qui étaient un peu indifférenciés. Et au départ, moi, je voulais être cardiologue et donc j'avais pas pu aller en cardiologie. Je me suis dit, je vais aller en pneumologie parce que il y aura un lien, puis ça va me permettre de me familiariser avec un certain nombre de pathologies qui peuvent être parfois communes. Et là, j'ai rencontré dans le service où j'étais les premiers patients euh, présentant des pathologies cancéreuses, des cancers du poumon, mais pas que. Et notamment, je me souviens d'avoir été très marqué par un patient qui avait un cancer du poumon, mais aussi par une patiente, dont je pense que j'oublierai jamais le nom, qui était une dame qui avait en fait un cancer de l'ovaire avec des épanchements, notamment abdominaux, mais aussi pleuraux. Et c'est la raison pour laquelle elle était dans ce service. Et, euh, et qui était resté plusieurs semaines pour ça, dans le cadre de sa prise en charge. Et dans l'histoire et le lien qui s'est créé m'avait beaucoup marqué. Et c'est là où j'ai réalisé que l'oncologie était le parfait mélange de ce qui, moi, me plaisait en médecine, qui était à la fois un côté scientifique, très important parce qu'aujourd'hui, le nombre de connaissances à acquérir reste encore très élevé pour comprendre toutes les maladies auxquelles on est confronté, mais en même temps aussi très humain, avec, je dirais, beaucoup de patients qui nous confient leurs soins, mais aussi leur vie. Et dans ce contexte-là, je dirais, le lien qui se crée est peut-être plus profond que dans certaines autres disciplines où on voit les patients pour quelques heures, quelques jours, puis ensuite, il n'y a plus de lien. C'est une expérience très forte, non? De comment vous faites humainement pour tenir le coup, parce que c'est d'une intensité, comme vous dites, alors, donc vous allez chercher cet engagement profond, mais j'imagine que c'est intense émotionnellement et Ça, existentiellement. ouais, ça allait. Ça explique probablement pourquoi, en oncologie, mais à Gustave aussi en particulier, vous avez des médecins et au-delà des médecins, des équipes qui lâchent jamais, qui ont une vraie ambition, mais qui n'est pas une ambition personnelle ou purement scientifique, de trouver des nouvelles solutions pour les malades qui vivent avec le cancer. Et chacun d'entre nous, effectivement, est amené à vivre des expériences, je dirais alors, avec un attachement qui varie évidemment d'un patient ou d'une patiente à l'autre, mais parfois de vrais liens qui se créent très profonds. Euh, et il faut arriver à naviguer entre ces liens humains parce que bah, c'est quand même l'essence de notre métier et aussi un tout petit peu de protection évidemment pour arriver à continuer à donner le meilleur à tous les moments et à tous les patients. Dans votre travail, il y a l'action, il y a une urgence, il y a une forte réactivité. Euh, c'est juste, non? Il y a tout, vous êtes pris par plein de temps différents. On est pris par des temps différents et alors je dirais il y a des situations urgentes, c'est vrai.
on n'est pas dans l'urgence, je dirais, au sens de certaines pathologies neurologiques ou cardiovasculaires. Mais l'urgence, elle existe toujours, en tous les cas, au moins sur un plan humain. Le patient ou la patiente qui est diagnostiqué avec un cancer ou qui a une suspicion, évidemment, euh, attend à la fois les informations, un diagnostic, mais aussi ce qu'on va faire sur un plan thérapeutique, ce qu'on va pouvoir attendre de la stratégie thérapeutique qui est mise en œuvre. Et c'est dans ce sens qu'il y a le plus souvent une urgence à mettre en œuvre les stratégies thérapeutiques. Après, il y a des événements, je dirais, médicaux qui eux-mêmes peuvent être réellement urgents, mais bon, qui sont pris en charge, encore une fois, dans le contexte d'une institution, je dirais, qui repose sur 4000 professionnels, comme vous l'avez dit, et où chacun apporte sa pierre à la prise en charge de chacun de nos patients. Qu'est-ce qui vous, si je peux poser une question comme ça un peu personnelle, vous donne le courage et l'énergie de continuer? Parce que c'est un travail fou que vous avez à faire. Il y a tant de choses à rechercher, il y a tant de projets, il y a tant de personnes. Qu'est-ce qui vous donne l'allant, la force, le courage? L'optimisme. C'est de trouver de nouvelles... Ouais, je pense que quand on peut pas être oncologue si on n'est pas optimiste, parce que chaque patient que l'on voit, on imagine que c'est le ou la patiente qui va avoir le plus grand bénéfice de la stratégie thérapeutique qu'on met en œuvre et qu'on va arriver à guérir de sa maladie. C'est les réussites qui existent. Et aujourd'hui, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on guérit 2/3 des patients qui nous sont confiés. Donc, l'immense majorité des personnes qui sont diagnostiquées avec une pathologie cancéreuse aujourd'hui vont guérir de leur maladie. Et l'objectif à Gustave Roussy est d'augmenter encore de 15% dans les 15 ans qui viennent ce pourcentage de patients guéris pour arriver à 80% de patients guéris à horizon 2040. Et puis, je dirais, le transfert entre tous les progrès scientifiques qui sont faits et comment on peut utiliser ces progrès pour chacun de nos patients au quotidien. Et Gustave aussi a toujours été très fort pour translater de ces unités de recherche les progrès vers la prise en charge des patients. Ça a été le cas pour beaucoup de choses, mais notamment, je dirais, dans le domaine de la médecine de précision, où Gustave Roussy est un des leaders mondiaux. C'est comment les outils qui ont permis d'analyser l'ADN, je dirais d'abord dans des contextes de recherche, a pu être transféré aux soins pour le faire pour des patients, pour adapter le plus précisément possible la stratégie thérapeutique sur la base de ce que sont les caractéristiques biologiques de la maladie et non pas, je dirais, l'organe dans lequel elle est née ou les endroits où il y a des métastases. En préparant l'entretien, donc j'ai compris beaucoup de choses qui étaient un peu floues dans ma tête. Il y a une grande différence entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Je pense que c'est important de distinguer les deux. Dans le grand public, je pense que je ne dois pas être le seul à avoir un peu de confusion. Et surtout qu'à Gustave Roussy, vous développez les deux. Et les deux sont importants. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, les deux sont importants. Enfin, les deux. Et puis, alors même au milieu, il y a encore ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Donc, si on veut essayer de résumer les choses, c'est la recherche fondamentale, c'est comprendre quel est le rôle d'une protéine et vous allez faire des recherches. Alors, je caricature évidemment, mais ça peut être sur des vers, sur la mouche, dire qu'il n'y a pas de finalité à cette recherche. C'est améliorer nos connaissances, mais il n'y a pas un but qui est recherché précisément au moment où vous faites cette recherche, quand vous faites de la recherche fondamentale. La recherche translationnelle, c'est ce qu'on fait à Gustave Roussy, c'est une recherche qu'on dit aussi inductive. L'idée de dire, j'ai un patient, il présente telle maladie, et par exemple, il a très bien répondu à un médicament, au contraire, il n'a pas du tout répondu. Je vais prendre des échantillons de ce patient, donc on travaille sur des échantillons humains, et plus sur la mouche ou le ver. On va les analyser avec des technologies extrêmement sophistiquées, pour comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre, pourquoi ce patient a très bien répondu à telle stratégie ou n'a pas répondu. Et sur cette base-là, dire finalement, biologiquement, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour bloquer la maladie de ce patient chez quelqu'un, par exemple, qui n'a pas répondu. Et donc ça, vous générez
des connaissances dont l'objectif est de revenir au patient le plus vite possible. Si cette recherche est un succès, vous allez par exemple dire, chez le patient qui n'a pas répondu, c'est parce qu'il y avait telle anomalie biologique. Cette anomalie biologique, je pourrais la bloquer avec par exemple une protéine qui a telle forme. Donc ça, vous créez les prémices de ce qui pourrait être un médicament. Puis vous continuez à développer votre recherche, mais toujours avec l'objectif, l'arrière-pensée que ce que vous faites là va revenir au malade. Et à Gustave Roussy, notre mantra, c'est de dire que toute notre recherche doit conduire à un progrès sociétal. Une fois que ces étapes ont avancé, que vous avez confirmé le pouvoir potentiel de cette protéine qui est devenue un composé, qui est devenu un médicament potentiel, vous allez devoir démontrer que c'est la réalité chez l'homme. Et donc, c'est ce qu'on appelle la recherche clinique. C'est-à-dire que vous avez un patient qui avait les caractéristiques de notre patient de tout à l'heure qui a résisté, et vous allez dire, on va vous proposer de recevoir le nouveau médicament dont on pense que, parce que vous avez les caractéristiques biologiques qui ont conduit à la résistance sous traitement standard, ce traitement investigationnel va être mieux pour vous. Et donc ça, c'est évidemment très encadré, à la fois par des règles éthiques, des règles scientifiques. Ça se fait dans un cadre qui est très formel, évidemment pour ne pas mettre en péril et ne pas challenger la sécurité des patients d'abord. Et puis, ce sont donc ces étapes de la recherche clinique qui vont permettre de déterminer si une découverte devient le nouveau médicament, le nouveau standard de traitement chez les patients qui ont une maladie X ou Y, ou à l'intérieur de cette maladie X, la maladie X plus une caractéristique biologique particulière. Et ces étapes-là vont conduire ensuite à ce qu'on appelle l'approbation, l'enregistrement et in fine le remboursement d'un médicament qui devient le nouveau standard. Donc si vous voulez, c'est deux recherches très différentes. La recherche fondamentale, et elle est très importante parce que sur la base des résultats d'une recherche fondamentale, confronté à un problème X ou Y, vous pouvez ensuite décliner. Vous avez un exemple d'une recherche fondamentale, puisque au début, comme vous avez dit, on ne cherche pas quelque chose d'immédiatement effectif, mais vous avez un exemple de quelque chose qui a vraiment été dans... Si vous voulez, par exemple, je dirais que certains éléments sur la connaissance, par exemple, du système immunitaire, qui au départ était, n'avait pas vocation dont on n'imaginait pas immédiatement comment ils deviendraient des médicaments, ont pu être transformés. Par exemple, tout ce qui a été la découverte des checkpoints. On a aussi un autre exemple que vos auditeurs vont comprendre très vite, l'ARN messager. Au départ, quand on a travaillé sur comment est-ce que les cellules se multiplient sur la base de leur ARN, puis il y a la fabrication d'un ARN messager qui lui-même va conduire à une protéine, c'est la manière dont les cellules fonctionnent. Personne n'avait imaginé, en travaillant et en faisant la découverte de l'ARN messager, que ça donnerait des vaccins anti-Covid, mais aussi des médicaments anticancéreux. Donc, si vous voulez, c'est ces éléments que c'est pas. Et c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes laboratoires, c'est des philosophies différentes. Nous, à Gustave Roussy, ce que l'on souhaite, c'est vraiment une recherche qui part du malade, revient au malade, doit conduire à un progrès sociétal. Et alors, la recherche clinique, ça, c'est plutôt les essais thérapeutiques. Exactement. La recherche clinique, c'est exactement ça. Ce sont les essais cliniques, ce sont les essais thérapeutiques qui peuvent, au départ, concerner très peu de patients. C'est ce qu'on appelle les premières administrations à l'homme, le first in human, et on a le plus grand département d'Europe dédié à ces études très précoces. On a à peu près un petit peu moins de 200 essais activés. On traite à peu près 500 patients par an dans cette unité très spécifique liée aux essais précoces. Et ensuite, à Gustave aussi, on a à peu près 600 essais cliniques activés, 6000 patients qui sont pris en charge dans le cadre d'études investigationnelles à Gustave aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les essais cliniques sont une voie pour accéder à l'innovation. Et vous avez un certain nombre de patients qui, malheureusement, ont reçu l'ensemble des traitements qui peuvent être le standard dans le cadre de votre maladie,
on sait, on a des hypothèses biologiques, on a des premiers résultats cliniques qui montrent que peut-être il y a un nouveau médicament qui est là et qui va être utile. Tant qu'il est en développement, la seule manière d'y accéder, c'est au travers des essais cliniques. Voilà pourquoi il y a à la fois un objet de connaissance scientifique, mais aussi et surtout la possibilité pour nos malades d'accéder à des stratégies nouvelles. Si je comprends bien, une des manières de traiter le cancer, c'est de devenir de plus en plus pointu dans les formes de traitement. Exactement. En fait, si vous voulez, le cancer n'existe plus. Aujourd'hui, si vous prenez ne serait-ce que le cancer du poumon, par exemple, qui est un prototype dans ce domaine, le cancer du poumon aujourd'hui, c'est plus de 20 ou 25 maladies différentes caractérisées par une anomalie biologique qui va être présente. Et pour chacun de ces sous-types, le traitement va lui-même être différent. Et petit à petit, on va évoluer dans l'ensemble des maladies. C'est vrai aussi pour le cancer du sein, c'est vrai aussi pour les cancers digestifs. C'est pour ça que, alors même que la classification TNM, c'est-à-dire la classification à partir de je dirais qui est ce que l'on utilise toujours aujourd'hui pour classifier la tumeur elle-même, des ganglions, les métastases, a été inventée à Gustave Roussy par le professeur Pierre Denoy, avant de devenir une classification adoptée internationalement. Aujourd'hui, on pense qu'il faut changer notre vision, et notre vision à nous, c'est de dire que, si vous voulez, notamment dans les formes avancées de la maladie, c'est beaucoup plus les caractéristiques biologiques de la maladie qui vont driver le traitement, beaucoup plus que l'organe dans lequel elle est née. C'est quoi biologique? Alors, c'est les anomalies, si vous voulez, de l'ADN tumoral, pas le patrimoine génétique des patients. L'ADN tumoral, les caractéristiques du système immunitaire, est-ce que les lymphocytes, ils marchent bien, ils marchent pas bien, ils sont à l'intérieur de la tumeur. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Voilà. Et l'idée, c'est de dire plus l'organe. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, parce que c'est quand même un renversement. C'est plus l'organe qui devient premier que ses marqueurs. Exactement. L'idée est de dire, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des cancers du sein, des cancers du poumon, des cancers du côlon, qui peuvent partager les mêmes caractéristiques biologiques, et les médicaments vont fonctionner plutôt parce que ce sont, alors je mets des guillemets, des biothérapies, donc ils vont être actionnables sur des anomalies biologiques, et du coup, c'est bien parce qu'ils vont cibler une anomalie que l'on aura retrouvée chez le patient, qu'on peut espérer qu'il soit actif, quel que soit l'organe dans lequel la maladie est née au départ. Si on essaye d'explorer un peu les traitements qui existent aujourd'hui contre le cancer, alors qu'est-ce qu'on a dans l'ordre pour commencer? Il n'y a pas vraiment de... je ne sais pas s'il peut y avoir une hiérarchie là-dedans. Bon, c'est sûr que si vous voulez, alors, on peut prendre une hiérarchie qui soit historique. Oui. Alors, les premiers traitements qui ont existé, ça a évidemment été les traitements chirurgicaux. Donc, la chirurgie a constitué la base des traitements. Malheureusement, je dirais parfois avec une absence d'efficacité, notamment lorsque la maladie était métastatique. Maintenant, évidemment, les progrès de notre capacité à déterminer si une maladie est localisée ou est plus diffuse permet d'utiliser les techniques chirurgicales à bon escient. Et ces techniques chirurgicales se sont elles-mêmes profondément perfectionnées grâce, je dirais, à plein de progrès, des progrès qui ont pu être notamment les progrès de l'anesthésie, qui a constitué quand même un très gros changement dans la capacité à faire des interventions longues, des interventions complexes. Et puis, je dirais, plus récemment, par exemple, nos chirurgiens développent des stratégies où ils vont utiliser eux aussi la biologie moléculaire pour déterminer les marges moléculaires de la maladie, pour s'adapter, pour déterminer le meilleur geste chirurgical, par exemple. Donc là, il s'agit d'enlever... on enlève chirurgicalement la maladie. Ensuite, vous avez évidemment les techniques de radiothérapie, qui ont été des techniques poussées je dirais, de manière importante, avec à l'intérieur de la radiothérapie différentes techniques, des radiothérapies qui étaient auparavant des radiothérapies qu'on appelait au cobalt, et puis maintenant des radiothérapies qui sont basées sur des accélérateurs, mais aussi des nouvelles technologies comme la protonthérapie, comme la flash thérapie aujourd'hui. Là, le technique est
enfin le rationnel, le principe est la destruction encore physique, comme la chirurgie, mais au lieu d'enlever la tumeur, on va entraîner des cassures sur l'ADN de la tumeur pour que les cellules meurent spontanément. Donc là, la radiothérapie, on va en fait délivrer une dose à l'ensemble de la tumeur, qui est une dose suffisante pour la détruire, mais en général, cette dose, on ne peut pas la délivrer en une seule fois. Elle serait trop toxique. C'est la raison pour laquelle la majorité des malades qui ont de la radiothérapie ont en fait une toute petite dose, mais répétée plusieurs jours d'affilée, de manière à arriver à la fin à la dose totale qui est nécessaire. Ce qui permet d'avoir délivré la dose totale à la tumeur en ayant protégé au mieux possible les tissus sains. Donc la radiothérapie est une arme qui est aussi utilisée, qui peut être utilisée seule pour traiter des petites lésions, qui peut être utilisée en complément de la chirurgie. Beaucoup de patientes qui sont opérées d'un cancer du sein ont aussi une radiothérapie à l'issue pour diminuer le risque de récidive. Puis ensuite, il y a tout le champ des traitements médicaux. Dans les traitements médicaux, enfin non, peut-être avant ça, justement, je me permets de revenir derrière. Au-delà de la radiothérapie et de la chirurgie, on a d'autres types de traitements locaux qui sont des traitements de radiologie interventionnelle. C'est-à-dire que ce sont des radiologues, et à Gustave aussi, on a des blocs opératoires équipés pour nos collègues radiologues interventionnels qui, grâce à on va dire des aiguilles, peuvent aller à l'intérieur de la tumeur et délivrer, par exemple, des micro-ondes, un peu comme le four à micro-ondes qu'on connaît tous, qui vont donc générer de la chaleur et détruire la tumeur par la chaleur, ou bien qui peuvent délivrer du froid, un peu comme votre congélateur, et on va congeler la tumeur et la détruire grâce au froid. Donc, le chaud, le froid, des techniques, encore une fois, physiques, mais qui ne sont pas délivrées par une machine externe, comme la radiothérapie, mais directement au sein de la tumeur par des radiologues interventionnels entraînés. Et puis, bien sûr, à part les traitements physiques, on a les traitements, je dirais, oncologiques médicaux. Alors, les plus connus étant évidemment la chimiothérapie, développée dans les suites de la guerre de 14-18 et de l'utilisation d'un certain nombre de gaz au combat, dont on s'est aperçu qu'ils entraînaient une diminution des cellules hématologiques. Et c'est sur cette observation que l'idée est née de dire, finalement, si on les utilisait pour des patients qui ont des leucémies, par exemple, c'est-à-dire qui fabriquent trop de cellules du système hématologique, on pourrait peut-être guérir ces malades. Donc, cette observation a conduit au développement de la chimiothérapie avec plusieurs molécules différentes. Et puis, ce sont ensuite les progrès, je dirais, dans les connaissances techniques, biologiques, qui ont permis les autres vagues de progrès. La première, ça a été lorsque on a pu disposer du séquençage complet de l'ADN humain normal. Et vous savez que ça a pris plus d'une dizaine d'années, que ça a coûté plusieurs milliards de dollars. Mais en 2003, on a enfin eu la cartographie, on va dire, de l'ADN humain normal. Et du coup, la première chose qu'on a faite, c'est dire, OK, si l'ADN d'une cellule normale, il est comme ça, il est comment celui des cellules cancéreuses? Qu'est-ce qu'elles ont en plus? Qu'est-ce qu'elles ont en moins qui pourrait nous permettre de les attaquer? Et donc là, on s'est aperçu, on a identifié des anomalies moléculaires qui n'existent pas dans la cellule normale, qui constituaient quelque part le moteur biologique de la maladie, et en développant des médicaments qui ciblent ce mécanisme biologique, donc des traitements ciblés, on a traité un certain nombre de maladies. Alors, ça a conduit à la découverte, je dirais, de plusieurs dizaines d'anomalies moléculaires qui aujourd'hui font l'objet de traitements très spécifiques. C'est tout le champ des thérapies ciblées. Et puis, donc ça, voilà, j'avais vu thérapie ciblée. Donc c'est ça les thérapies ciblées. Exactement. Et ça consiste concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors concrètement, il peut y avoir diverses modalités. On va dire que, allez, si on essaye de simplifier un peu, vous avez par exemple un récepteur, une protéine qui est anormale, qui est à l'origine de la multiplication cellulaire anormale. Vous pouvez bloquer cette protéine. Avec un médicament? Avec un médicament qui peut être parfois un anticorps, mais parfois simplement une petite cellule. Alors, pour, je dirais, une partie de ces médicaments, c'est en fait des récepteurs qu'on appelle tyrosine kinase. Et en fait, ces récepteurs fonctionnent grâce à l'ATP, qui est, je dirais, un peu le carburant des cellules. Et là, vous développez des médicaments qui vont prendre la place de l'ATP.
Donc, une fois qu'ils auront pris la place, l'ATP ne pourra plus venir à l'intérieur de ce récepteur, il ne pourra plus déclencher le fonctionnement du récepteur, et donc la maladie va s'arrêter. Un peu comme une espèce d'interrupteur, vous voyez, on-off. Vous bloquez l'interrupteur, du coup, vous ne pouvez plus, entre guillemets, allumer les mécanismes biologiques de la cellule. Combien, par exemple, de malades sur les 24 000 que vous avez à Gustave Roussy bénéficient de thérapies ciblées ? Alors, on va dire, après, ça dépend évidemment des pathologies. Si on regarde aujourd'hui dans les cancers bronchiques, par exemple, c'est aujourd'hui à peu près 30 à 40% des patients qui bénéficient de ce type de thérapie ciblée. Dans les cancers du sein, c'est aussi extrêmement fréquent. Ça dépend un peu des mécanismes. Par exemple, HER2, qui est une des anomalies les plus connues, a fait l'objet des premières thérapies ciblées qui ont été développées. C'est moins invasif, c'est moins douloureux pour les patients. C'est un mécanisme d'action complètement différent, c'est des toxicités qui sont complètement différentes, ce qui peuvent être, alors en général, si on vraiment à très grande maille, ce sont souvent des traitements qui sont mieux tolérés que la chimiothérapie, mais qui peuvent avoir leur toxicité spécifique. Donc, ils peuvent être elles aussi invalidantes. Donc, c'est pas la même chose, c'est souvent mieux toléré, mais il peut quand même y avoir des effets secondaires, donc ça nécessite évidemment un suivi important. Et l'immunothérapie ? Alors voilà. Et puis, donc ça, on va dire, c'est thérapie ciblée, séquençage de l'ADN, découverte de ces altérations, c'est, on va dire, la décade des années 2000. 2010, c'est l'avènement de l'immunothérapie. Alors en fait, l'immunothérapie, ça fait très longtemps. Et le premier qui a développé un principe thérapeutique autour de l'immunothérapie, c'est Coulet, qui était un chirurgien new-yorkais qui en fait s'occupait de traiter des maladies qu'on appelle les sarcomes, donc c'est des maladies des tissus mous. Et en fait, il s'était dit, mais finalement, ce qui permet de lutter contre les maladies infectieuses, c'est notre système immunitaire. Si en fait je mettais des bactéries à l'intérieur de la tumeur, peut-être que le système immunitaire viendrait s'attaquer aux bactéries et s'attaquerait aux cellules cancéreuses en même temps. Et donc, il a fait cette expérimentation avec ce qu'il appelait une toxine de Collet, qui était en fait du staphylocoque. Il injectait en fait ce qui donne une maladie qui peut être gravissime, qui est l'érysipèle, mais en tout cas, il les a injectés à l'intérieur. Et effectivement, certaines de ces patientes ont répondu, souvent c'est des patientes très jeunes qui avaient ces maladies-là, et donc, et certaines patientes ont répondu. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est faite autour de, en fait, la bonne manière d'utiliser le système immunitaire, c'est doper notre système immunitaire, le rendre plus fort, puisqu'on savait en parallèle que dans un certain nombre de pathologies, le système immunitaire était moins performant, ce qui conduisait à l'apparition des pathologies cancéreuses. L'exemple type étant le VIH, par exemple. On sait que dans le passé, avant l'avènement de la trithérapie, les patients qui étaient touchés par le VIH, lorsqu'ils avaient une immunodépression profonde, ils pouvaient développer des pathologies cancéreuses. Et donc, ce lien est fait, il existe aussi pour les patients qui sont greffés, par exemple, qui ont des immunosuppresseurs. Et donc, l'idée, au départ, la manière dont on a vu les choses, c'est de dire, en fait, il faut qu'on stimule le système immunitaire. Donc, on a donné des interleukines, des choses comme ça. Mais en fait, sans vraiment très grand succès, y compris avec les vaccinations. Et en fait, c'est la découverte par James Allison et Tasuku Honjo de ces fameux checkpoints, le CTLA4 et le PD1. Et en fait, le principe est totalement différent. C'est qu'en fait, les cellules cancéreuses utilisent quelque chose qui existe à l'intérieur de notre organisme pour échapper au système immunitaire. Si on veut caricaturer un peu les choses, imaginons qu'elles mettent une espèce de masque qui fait croire au système immunitaire que ce ne sont pas des cellules cancéreuses qu'il faut détruire, mais ce sont des cellules normales de notre organisme. Et la découverte de ces checkpoints a conduit à l'idée de dire, mais en fait, si j'arrivais à bloquer le système de blocage, est-ce que j'arriverai pas à rétablir l'activité du système immunitaire? Et c'est ce qui s'est fait, et c'est l'avènement de l'immunothérapie moderne qu'on utilise aujourd'hui, qui sont ces inhibiteurs de checkpoint. Et ça a profondément modifié la prise en charge de malades présentant des maladies extrêmement agressives, comme les mélanomes d'abord, puis les cancers du poumon, mais aussi plus d'une vingtaine aujourd'hui de pathologies pour lesquelles on utilise ces médicaments. Alors sur cette base-là, on a tenté de continuer à progresser. Malheureusement, aujourd'hui, malgré l'importance de nos connaissances biologiques, il y a un seul autre checkpoint qui est l'ACT3 qui a conduit à des médicaments, mais pas vraiment une révolution telle qu'on s'était
tendu à ce qu'elle arrive, c'est-à-dire avec des nouveaux médicaments de manière extrêmement régulière. Donc ça, c'est l'immunothérapie. Dans cette immunothérapie, dans ce qui est l'immunothérapie, il y a un autre champ très important, rendu possible là aussi grâce au progrès technologique, qui est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Alors là, on rentre dans des choses beaucoup plus sophistiquées, mais l'idée est de dire, finalement, un peu la cellule de base, le soldat de notre système immunitaire, c'est ce qu'on appelle le lymphocyte. Enfin, en tout cas, une catégorie de lymphocytes. Ces lymphocytes, en fait, il faut qu'ils arrivent à reconnaître la tumeur pour la détruire. Et parfois, ils n'arrivent pas à la reconnaître parce qu'ils n'ont pas le bon récepteur. Et là, l'idée a été de dire, finalement, si je prenais ces lymphocytes à l'intérieur de l'organisme d'un patient, je prends ses propres lymphocytes, je change le récepteur qui sont censés reconnaître. Je lui donne la capacité à reconnaître quelque chose dont je sais qu'il est présent sur la maladie. Et puis, je les multiplie à l'extérieur et je les réinjecte. Et là, c'est notamment un Français qui a développé ça, mais il l'a développé aux États-Unis. Et dans des maladies qu'on appelle les lymphomes, il a réussi à transformer profondément la prise en charge de lymphomes qui étaient réfractaires. Donc ça, c'est ce qui est du domaine de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire que vous voyez, il y a une manipulation, et qui évidemment est très sophistiquée. On en parle comme ça simplement, mais le process est compliqué. Et puis, il y a d'autres technologies aujourd'hui. Par exemple, il y a des technologies qui consistent à dire, OK, puisque c'est le lymphocyte qui marche bien, si je prends le lymphocyte qui est à l'intérieur de la tumeur, celui-là, c'est bon, il a bien reconnu la tumeur, mais peut-être qu'il n'est pas assez puissant, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Donc, on les prend, ce qu'on appelle les TILS, Tumor Infiltrative Lymphocytes, on les prend, on les multiplie à l'extérieur du patient et on les réinjecte au patient. Et ça, dans les mélanomes, par exemple, ça a donné des succès thérapeutiques. Donc ça, c'est tout le domaine de la thérapie cellulaire qu'on essaye de développer. On a une unité spécifique pour ça à Gustave aussi. Et puis, il y a, je dirais, d'autres classes thérapeutiques aujourd'hui qui jonglent sur notre connaissance des maladies. Alors, il y a toute une très grande classe aujourd'hui qui s'appelle ce qu'on appelle les antibody drug conjugates, c'est-à-dire les anticorps chargés. Alors, en fait, l'idée est d'avoir d'un côté un anticorps. Un anticorps, c'est fait pour reconnaître une protéine. Et donc, on va choisir une anomalie qui est très fréquemment présente ou exclusivement présente sur la cellule cancéreuse. Et puis, en fait, on va greffer, entre guillemets, sur cet anticorps une petite molécule de chimiothérapie. Et l'idée est de dire, finalement, l'anticorps, lui, il va aller se fixer sur la cellule cancéreuse. La molécule de chimiothérapie va être délivrée là. Et donc, ça va marcher mieux que si j'administre une grosse dose de chimiothérapie dans le sang en, entre guillemets, espérant qu'elle aille dans les cellules cancéreuses. Donc ça, il y a énormément de médicaments qui sont en développement, dont certains sont aujourd'hui devenus des standards thérapeutiques dans certaines maladies, comme les cancers du sein, par exemple. Donc ça, c'est une autre classe. Et on a fait la même chose avec une classe thérapeutique qui est aujourd'hui moins développée, mais qui va se développer de manière très importante, qui est ce qu'on appelle les radioligands thérapeutiques. C'est exactement le même principe que l'antibody drug conjugate, mais l'idée c'est que de l'autre côté de cet anticorps, on va mettre une petite molécule radioactive. Donc on connaît tous l'exemple des cancers thyroïdiens où on fait de l'iode radioactif. Pourquoi on fait de l'iode radioactif? Parce que l'iode va se fixer que dans les cellules thyroïdiennes. Mais l'idée aujourd'hui est de dire, finalement, si grâce à cet anticorps, je peux amener ma petite molécule radioactive directement sur une cellule cancéreuse, elle va détruire la cellule sur laquelle elle se fixe et je vais me débarrasser de la maladie. Et c'est ce qui est fait, par exemple, dans les cancers de la prostate aujourd'hui, où on a un marqueur très spécifique que tout le monde connaît, le PSA. Ce PSA, il est absolument spécifique des cellules cancéreuses. On a développé des radioligands thérapeutiques qui vont aller se fixer sur les cellules qui expriment cet antigène et les détruire. Et ça s'est utilisé aujourd'hui dans le cancer de la prostate, mais on en développe de manière extrêmement importante. Donc voilà un autre exemple de développement aujourd'hui en cours sur la base des traitements médicaux. Mais il y a énormément de classes thérapeutiques. Pour en citer une autre, il y a ce qu'on appelle les T-cell engagers. C'est des molécules dont l'idée est qui vont faire juste un pont. En fait, l'idée, c'est de faire le pont entre une anomalie qui va être présente sur la cellule cancéreuse et une protéine spécifique des lymphocytes. Et en fait, l'idée, c'est de dire, si j'ai un bout qui se fixe sur la tumeur, un bout sur le lymphocyte, le lymphocyte va se retrouver à côté de la tumeur et il va détruire la tumeur. Voilà, donc comment on essaye aujourd'hui, grâce à nos connaissances, notre capacité à développer des médicaments, à les construire un peu à façon, comment est-ce qu'on va arriver à développer de nouvelles classes thérapeutiques? Alors, tout ne marchera probablement pas, tout ne marchera pas
chez tout le monde, d'où l'importance de comprendre au fur et à mesure, et c'est l'objectif d'un de nos grands programmes qui s'appelle Unlock, où très précocement dans le cadre du développement des médicaments, on met en œuvre des stratégies qui vont nous permettre de comprendre de manière extrêmement sophistiquée comment marche le médicament, pourquoi il marche pas, pourquoi il y a des mécanismes de résistance qui se développent pour arriver, là encore, à s'adapter le plus précisément possible à l'ensemble de nos malades. Je comprends pourquoi vous disiez qu'il faut être optimiste. On sent que la recherche donne des possibilités et que c'est assez motivant de voir qu'on peut progresser et augmenter les chances de guérison. Bien sûr. C'est très motivant et surtout ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est que le développement classique des médicaments, c'était, on va dire, le plus souvent 10 à 15 ans et je dirais plusieurs milliards de dollars pour développer un médicament. Aujourd'hui, les progrès technologiques nous permettent d'aller beaucoup plus vite. On a des médicaments qui ont été approuvés moins de 8 ans après que le premier patient ait été traité. Et une partie des progrès qui sont faits, notamment grâce à l'IA, vont permettre de diminuer les coûts de fabrication ou s'adapter le plus précisément possible à chaque patient. Et c'est ce qu'on développe dans le cadre de l'IHU Prism, qui est le Centre national de médecine de précision qui est à Gustave Roussy. On développe des jumeaux numériques. L'objectif étant, si vous voulez, d'avoir une espèce de cartographie de tous ces réseaux cellulaires tumoraux, de prendre la tumeur des patients pour voir comment elle match avec cette cartographie théorique et dire finalement, sur cette base-là, quelles sont les voies qu'il faut que je bloque pour bloquer la tumeur et arriver à avoir des médicaments soit qui seront disponibles, soit de les créer demain à façon. Et on sait qu'aujourd'hui, on a la capacité, on l'a vu par exemple avec les vaccins ARN messagers, mais on le sait aussi pour les anticorps, on a la capacité à créer des médicaments extrêmement rapidement. Alors ça ouvre tout un champ compliqué sur la régulation, la réglementation. Comment est-ce qu'on va administrer, comment est-ce qu'on va développer et labelliser des médicaments développés à façon pour un patient donné. Mais clairement, c'est des obstacles qu'on arrivera à franchir. Après, l'autre grand point dont je voulais parler, c'est les traitements sont souvent très lourds. Comment on fait pour alléger les effets indésirables qui sont parfois qui invalident beaucoup la vie des patients? Alors, bien entendu, c'est plus facile à dire quand on est bien portant que quand on est malade, mais globalement quand même, les traitements qui sont développés aujourd'hui et notre capacité à les mettre en œuvre est quand même associée à moins d'effets secondaires que les traitements plus classiques ou plus anciens par le passé. Néanmoins, évidemment, votre question a évidemment tout son sens. Alors la première chose, c'est faire de la recherche là aussi, c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer un effet indésirable et pas l'autre. Deuxièmement, c'est est-ce qu'on peut, sur cette base-là, ou même si on n'en a pas forcément une connaissance précise, les prévenir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indication, comme information au patient pour qu'il identifie très précocement ce qui se passe pour mettre en œuvre un traitement dès les premiers éléments. Ensuite, c'est adapter aussi en permanence nos traitements à ce que présentent réellement les patients. Je m'explique. Aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, vous avez des traitements soit qui sont à dose fixe, vous prenez un comprimé en général, que vous pesiez 50 kg ou 80 kg, vous prenez en général le même comprimé. Et puis, vous avez des traitements comme la chimiothérapie qui peuvent être parfois adaptés à votre poids, votre taille, on va dire, pour faire simple. Mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, et ça a été démontré, y compris pour l'immunothérapie, en fait, on n'a pas chacun, nous, à l'intérieur de notre organisme, exactement la même dose du médicament. Si on ne le métabolise pas tous, c'est exactement pareil. Et donc, il y a comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, utiliser notre capacité à évaluer chez chacun de nos patients la bonne dose du médicament en fonction de ce qu'on va trouver dans le sang, en fonction de comment il répond, en fonction de votre marqueur. Comment est-ce qu'on va arriver là aussi à adapter la stratégie thérapeutique? Alors aujourd'hui, on le fait beaucoup de manière empirique. Si vous présentez une toxicité, on va diminuer la dose pour que vous ne présentiez plus la toxicité, mais demain, on aura sûrement des outils issus de la pharmacologie qui nous aideront peut-être à être beaucoup plus précis dans notre manière d'adapter les traitements. Ensuite, c'est, chez un patient donné, on va s'adapter, au fur et à mesure.
Et c'est là où, si vous voulez, ce colloque singulier qui est la prise en charge, la consultation, voilà, il faut arriver à construire ce parcours en essayant de tirer le meilleur de l'ensemble des stratégies thérapeutiques qu'on a. Ne pas perdre de vue, évidemment, qu'on traite des malades, des humains, et que le but, quand on les traite, et c'est ce que j'essaie de dire toujours à mes malades, c'est on vous traite pour que vous ayez la vie la plus normale possible, celle que vous aviez auparavant ou celle que vous aimeriez avoir. Et donc, c'est d'essayer de s'adapter. Et si à un moment, un traitement présente trop d'effets indésirables, on peut être amené à stopper un traitement, même si il n'est pas inefficace, simplement pour des raisons de toxicité. D'où l'importance de développer du plus d'options possibles, ce qui va nous permettre de nous adapter aussi aux effets indésirables. Et il y a des choses qui peuvent aider. Moi, j'ai une amie qui a eu une chimio, elle faisait de l'acupuncture, ça l'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est des choses qui rentrent en ligne de compte avec Gustave Roussy, que vous essayez de penser? Alors, Gustave Roussy a toujours été très ouvert à, je dirais, tous ces éléments de la médecine, avec des guillemets parfois, mais avec une ligne qui est très claire. Le développement de ces stratégies doit se faire avec exactement la même volonté scientifique qu'on va développer un médicament. Donc on n'a pas d'a priori, mais par contre, on développe les choses exactement avec la même stratégie scientifique. Il y a des choses qui aident? Alors, c'est très variable. Il y a des choses, il y a des patients qui peuvent vous dire « moi, j'ai été aidé par ceci ou par cela », sans que, sur l'ensemble des patients, ça n'ait été démontré. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire « moi, j'ai été voir un marabouteur, quelqu'un qui enlève le feu ». Non, mais encore une fois, et avec efficacité. Oui, c'est clair. Avec parfois efficacité, mais c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Donc, je veux pas, non, tout ça pour dire que je ne veux pas enlever le fait que ça peut exister. Je suis pas en train de dire ça n'existe pas, les gens mentent, ça existe, mais tant qu'on ne sait pas exactement comment cela fonctionne et tant qu'on ne peut pas dire à quel type de patient ça va bénéficier, on ne peut pas généraliser ces stratégies. Alors, il y en a certaines qui sont évidemment efficaces. Si on a des équipes entières qui travaillent sur les soins de support, et c'est tous ces soins qui sont en même temps que les soins, je dirais que les traitements systémiques, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie dont on a parlé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les soins de support. On a un département entier qui s'occupe de ça. Mais ça va rejoindre l'alimentation, ça va rejoindre le traitement de la douleur, ça va rejoindre la psycho-oncologie, ça va rejoindre les éléments symptomatiques. Donc tout ça, c'est le domaine des soins de support. Et c'est plus développé qu'avant, les soins de support. C'est plus, en tout cas, je dirais que ça bénéficie d'un soutien ou d'un support plus important. Il y a une demande un peu plus systématique. On va dire, la France étant un pays latin, malheureusement, une partie des patients peuvent parfois rester chez eux en serrant les dents, en disant « bon, ça va passer ». Et puis, parfois même, ça a du sens que je souffre dans le contexte de ce parcours de la maladie, ce qui évidemment n'a aucun sens. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir mal. On a les traitements pour contrôler la douleur dans l'immense majorité des cas. Il y a parfois aussi des moments aussi difficiles, mais dans l'immense majorité des cas. La seule chose peut-être dans ce contexte-là, sur laquelle juste je souhaite peut-être attirer l'attention de vos auditeurs, c'est aujourd'hui, il y a des données qui suggèrent que jusqu'à 70% des patients prennent des traitements complémentaires. On n'a évidemment pas de chiffres très officiels là-dessus parce que dans l'immense majorité des cas, ils ne le disent pas à leur oncologue ou à leur médecin. Encore une fois, moi, j'ai aucun problème avec le fait que certains médicaments, enfin certains produits puissent aider les patients même s'ils n'ont pas d'éléments avérés. Première chose, c'est l'immense majorité quand même de ce que les gens vont trouver sur Internet est vendu par des escrocs, notamment lorsque c'est acheté à l'étranger. Donc, prudence autour de ce qu'on achète. Et deuxièmement, parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Il y a l'immense majorité des médecins auront l'esprit ouvert à ce que vous allez leur dire. Mais pourquoi c'est particulièrement important? Parce que parmi les substances que vous pouvez être amené à prendre, certaines peuvent changer la pharmacocinétique du médicament, soit en diminuant son catabolisme, c'est-à-dire en diminuant la manière dont il est détruit et donc en augmentant le taux, ce qui peut exposer à des effets secondaires, ou au contraire en augmentant
son catabolisme, c'est en augmentant sa destruction et faisant en sorte qu'on n'a plus la dose nécessaire du médicament dans le sang. Et ça, pour certains médicaments, on va le dire à nos patients. Par exemple, on sait que le jus de pamplemousse est un accélérateur du métabolisme de certains médicaments par voie orale qu'on est amené à donner dans certaines pathologies. Et donc, on recommande aux patients de ne pas en prendre. Donc ça, on le sait, on l'explique. Mais si vous voulez, parmi ces compléments thérapeutiques que peuvent prendre les malades, vous pouvez avoir plein de substances qui peuvent être des accélérateurs ou des ralentisseurs. Encore une fois, la question n'est pas de dire prenez ou les prenez pas, c'est dites-le, on pourra vous conseiller, regarder quelle est la composition et vous dire s'il y a un risque ou pas par rapport à votre traitement précis que ça ait modifié les choses. Dernier point, je voulais finir sur disons, la grande stratégie que vous développez, prévenir, intercepter, traiter. Si vous pouvez un peu présenter ce qui est un peu la philosophie que vous essayez de développer avec Gustave Roussy. Bien sûr. Donc Gustave Roussy est le leader des centres anticancéreux européens, français évidemment, et on est 6e mondial avec une volonté depuis sa création qui est 1, la multidisciplinarité, 2, le fait que tout ce qu'on fait doit conduire à un progrès sociétal et à guérir plus de malades. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, si on veut guérir plus de malades qui ont le cancer, bon, la première chose, c'est d'abord essayer d'éviter qu'un certain nombre aient cette maladie. C'est le domaine de la prévention, mais c'est aussi changer le niveau de risque que peuvent avoir certaines personnes, ce ne sont pas forcément des malades, certaines personnes, par rapport au risque de développer un cancer. Et ça, c'est tout notre programme Interception qui est aujourd'hui développé dans plus de 18 centres en France. La troisième chose, c'est le diagnostic rapide. Dépistage, diagnostic rapide, il est clairement extrêmement important. Et aujourd'hui, on peut regretter que seule une femme sur 2 fasse le dépistage du cancer du sein, seule une personne sur 3 fasse le dépistage du cancer du côlon. Donc, si vous voulez, nous devons maximiser notre adhésion aux différents types de dépistage. Deuxième chose... Pourquoi y a une telle réticence des gens de se dépister ? Parce que probablement l'immense majorité d'entre nous considère que c'est un risque pour les autres et que globalement, on a quand même peu de chances de l'avoir, même si c'est totalement faux. Et considérant que on verra bien le jour où ça va survenir, etc. Mais ce qui est, je dirais, une erreur. Aujourd'hui, le dépistage permet de diminuer d'à peu près 20%, et c'est vrai dans tous les types de pathologies cancéreuses pour lesquelles il y a un dépistage qui est validé, diminuer de 20% le risque de mourir de cette maladie. Cancer du poumon, cancer du côlon, cancer du sein. Donc si vous voulez, 20%, on ne parle pas de quelques pourcentages, c'est majeur. Donc aujourd'hui, si vous êtes une femme, faites-vous dépister pour le cancer du sein, pour le cancer du col, pour le cancer du côlon. Si vous êtes un homme, faites-vous dépister pour le cancer du côlon. Participez aux essais en cours sur le dépistage du cancer du poumon si vous êtes fumeur notamment. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est une question d'éducation. C'est qu'on n'a pas des stratégies d'éducation comme on peut l'avoir dans les pays notamment d'Europe du Nord où ces stratégies sont nées. Donc ça, c'est tout le domaine prévention, interception, dépistage précoce. Deuxièmement, c'est la multimodalité. Probablement qu'aujourd'hui, on peut être encore plus performant en utilisant y compris des stratégies de traitement local dont on a parlé tout à l'heure, y compris pour des maladies métastatiques. C'est vrai, par exemple, pour si vous avez un cancer du côlon avec des métastases hépatiques, auparavant, on aurait considéré que vous étiez dans une stratégie où seul le traitement médical pouvait marcher puisque la maladie était elle-même généralisée. Or, aujourd'hui, on sait que faire un traitement local sur ces métastases hépatiques peut permettre de guérir certains malades et on pense qu'il faut étendre ça en ayant une meilleure compréhension des caractéristiques biologiques spécifiques, à la fois de la maladie primitive, mais aussi des métastases. Donc ça, c'est deuxième grand champ, c'est comment l'ensemble des stratégies thérapeutiques que l'on a, le traitement systémique, oncologique, le traitement local, radiothérapie, radiologie interventionnelle, chirurgie, peut globalement aider à la prise en charge de l'ensemble des malades, que la maladie soit locale, loco-régionale ou métastatique. La troisième chose, c'est développer de manière importante toutes les nouvelles stratégies thérapeutiques. On en a parlé, la chirurgie robotisée par exemple, développer également toutes les nouvelles technologies de radiothérapie comme la flash thérapie, développer les stratégies thérapeutiques médicales, radioligand thérapeutique, anticorps conjugués, thérapie cellulaire, nouvelles thérapies ciblées. Et puis c'est adapter cette stratégie de la manière la plus précise possible à ce que sont les caractéristiques et du malade
et de sa maladie. Et ça, c'est clairement l'objectif du Centre national de médecine de précision qui est à Gustave aussi. Et puis, le dernier élément, c'est on veut rendre à une vie normale les patients qu'on prend en charge. Donc, c'est limiter les effets indésirables, on en a parlé, mais c'est aussi peut-être limiter à l'avenir un certain nombre de suivis qui sont peut-être pas aussi indispensables qu'on le pense. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, si vous êtes opéré d'une lésion très précoce, que biologiquement on est en capacité de démontrer que le risque de rechute est très faible, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire des examens très réguliers pendant les 5 ans qui suivent pour qu'on vous dise au bout de 5 ans que vous êtes guéri. Peut-être qu'on peut arriver à diminuer le poids que vont porter les malades pendant cette période-là, dans certaines circonstances. Ce ne sera pas tous les malades, mais dans certaines circonstances, pour que finalement vous retourniez le plus vite possible à une vie normale. Et dans cette vie normale, il y a par exemple le travail. Et on a créé un grand programme aussi pour sensibiliser les entreprises, les entrepreneurs au fait que beaucoup de malades vont guérir, qu'il y a peut-être un moment où il faut les accompagner, mais qu'ils ont envie de rester insérés dans la société, qu'ils ont envie de continuer à travailler pour expliquer ce qu'est le cancer d'aujourd'hui et non pas le cancer qu'ils ont peut-être à l'esprit tel qu'il était il y a 20 ans ou 30 ans. Donc c'est tous ces programmes qui doivent aider à faire en sorte que les malades vivant avec le cancer aient toute leur place à l'intérieur de notre société, que ce soit plus un tabou. Donc, on peut espérer améliorer le dépistage, par exemple. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'avec un demi-million à peu près de cas, bon, c'est un petit peu moins que ça, mais 450 000 à peu près, mais on n'est pas loin du demi-million et on va y aller, de personnes qui sont diagnostiquées chaque année avec cette pathologie, on a environ 4 millions de personnes qui vivent en ayant eu une pathologie cancéreuse ou en étant en cours de traitement. Ça veut dire que dans notre environnement, il y en a beaucoup. Et qu'ils sont partout dans la société et qu'il faut qu'ils gardent leur place dans la société, évidemment. C'est leur souhait et c'est notre rôle de les y aider. Et c'est sûr que il y a encore du chemin à faire. Beaucoup de gens qui ont eu un cancer témoignent de la difficulté, bien sûr. Il y a le droit à l'oubli, par exemple, mais je dirais que nous aussi, on a notre part, je dirais, de progrès, de recherche à porter pour le juste soin, c'est-à-dire vraiment donner ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on a beaucoup de stratégies de désescalade qui sont en cours d'exploration. Les traitements étant plus puissants, on n'est peut-être pas obligé d'en faire la même, je dirais, de le faire dans les mêmes proportions que ce qu'on faisait auparavant quand on avait des traitements qui étaient moins performants. Donc, il y a des stratégies de désescalade aujourd'hui pour essayer justement de minimiser les effets secondaires ou les séquelles qui peuvent exister. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Ça existe et ça existe malheureusement. Et probablement que il y a un risque qu'on ait toujours des patients qui présentent ça. Mais le but étant qu'il y en ait de moins en moins, que les traitements qu'on développe soient développés aussi sur la base de leur tolérance et donc soient le moins possible sujets à ces effets indésirables, mais aussi qu'on sache mieux les prévenir, mieux les traiter, mieux les éviter à l'avenir. Sur le dépistage, vous pouvez donner quand il faut le faire, à quel âge, que les gens qui nous entendent sachent s'ils sont concernés? Alors, dans le dépistage de population, on parle bien de dépistage du cancer du sein, par exemple, dépistage du cancer du côlon. Aujourd'hui, c'est à partir de l'âge de 50 ans, mais en général, vous recevez de la part de votre caisse d'assurance maladie ou de l'organisme qui s'occupe du dépistage une information à ce sujet. Et donc, c'est à partir de l'âge de 50 ans, c'est en général jusqu'à l'âge de 75 ans que ces dépistages sont faits. Après, ça peut varier avec des caractéristiques individuelles ou autres. Donc, c'est pendant cette période-là, notamment pour le dépistage du cancer du sein et du cancer du côlon. Pour le cancer du poumon, il n'y a pas de dépistage de population. Il y a un certain nombre de décès qui sont en cours aujourd'hui en France. C'est à partir là, de l'âge de 55 ans, mais pour des gens qui ont été exposés au tabac de manière importante. En gros, avoir fumé au moins un paquet par jour pendant une trentaine d'années. Donc, si c'est votre cas, il ne faut pas hésiter à regarder où est-ce qu'il y a des initiatives en cours aujourd'hui pour bénéficier d'un dépistage du cancer du poumon. Et puis, il y a le cancer de la prostate aussi qu'il faut Alors, faire le cancer attention. de la prostate, donc ça, c'est avec un examen clinique et un dosage du PSA. Alors, aujourd'hui, on est en train de... Enfin, il y a des réflexions, notamment scientifiques, pour essayer de voir quel est la bonne manière de faire ce dépistage, parce qu'il y a possiblement un surdiagnostic. L'idée étant que c'est pas parce que vous avez un taux de PSA élevé à 75 ans que le cancer de la prostate que vous avez peut-être va être responsable, va modifier le cours de votre vie.
On sait que c'est une maladie qui se développe extrêmement lentement dans la majorité des cas et que donc, possiblement aujourd'hui, il faut qu'on affine un petit peu pour ne pas avoir ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire diagnostiquer une pathologie qui est réelle, qui existe, mais qui en fait n'aura aucun impact sur votre vie et que donc il n'y a aucun intérêt à traiter. Merci. Si on a ça c'est hors sujet, si on a un taux de PSA bas, c'est bon quand même? Ah bah oui, oui. La question c'est, même si vous avez un taux élevé, vous n'êtes pas forcément D'accord. à risque. Merci infiniment. Merci de ce parcours. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.